Un tournant décisif non seulement pour les relations bilatérales entre les États-Unis et la Russie, mais aussi pour le monde entier. Bilan de la rencontre historique entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska. Et les dirigeants de l'Union européenne ont publié une déclaration commune après la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Comment l'Europe a-t-elle réagi au sommet russo-américain en Alaska? Actualité africaine dans ce journal. Au Mali, un groupe de hauts responsables militaires ainsi qu'un ressortissant français accusé de travailler pour les services de renseignement de son pays ont été arrêtés pour tentative de coup d'État. Ravi d'être avec vous pour cette nouvelle édition sur RT en français depuis Moscou. La glace fond en Alaska entre la Russie et les États-Unis pour la première fois depuis le début d'un long hiver dans les relations entre les deux pays. Les dirigeants ont tenu une réunion plus que chaleureuse. Quelle sera l'ampleur de cet épisode de chaleur? Les explications avec Daria Vaganova depuis Anchorage. Je me trouve à Anchorage, la plus grande ville de l'Alaska, qui a accueilli ce sommet historique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Revenons un peu aux événements d'hier. La réunion bilatérale entre Vladimir Poutine et Donald Trump a duré presque 2 heures. Pour être plus précis, 2h45. C'était pour parler en format étroit, mais avec la participation des membres de leur délégation. Donc la partie russe était présentée par bien sûr Vladimir Poutine, puis Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, et Yuri Ushakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine. Et du côté américain, c'était bien sûr Donald Trump, puis Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, et Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, qui participe au processus de négociation avec la Russie et qui a visité la Russie 5 fois en ces derniers mois. Nous, les journalistes, on attendait, selon le programme annoncé, qu'après, pour parler en format étroit, les deux présidents, avec leur délégation, vont mener des négociations en format élargi, et puis ce sera le déjeuner de travail, mais ces 2 derniers événements étaient annulés. On se demandait pourquoi, lors de la conférence de presse, quand les 2 présidents sont apparus sur la scène, ils ont pris leur place, on n'avait pas l'impression que quelque chose n'allait pas lors de leur négociation, parce qu'ils tous les deux étaient en très très bonne humeur. Donald Trump appelait Vladimir Poutine comme Vladimir avec son prénom, et Vladimir Poutine a invité, si vous vous souvenez, Donald Trump à Moscou. Il a dit en anglais "Next time in Moscow", la prochaine fois à Moscou. Auparavant, Donald Trump disait que si quelque chose ne va pas dans les négociations avec Vladimir Poutine, la conférence de presse conjointe serait annulée. Les chaînes américaines qui étaient en direct toute la journée, ils suivaient de très près si les pupitres qui étaient installés pour les 2 présidents sur la scène allaient être retirés ou non, mais comme vous le savez, la conférence de presse conjointe a eu lieu. J'ai toujours eu des relations formidables avec le président Poutine, avec Vladimir. Nous avons eu beaucoup de réunions difficiles, de bonnes réunions. Nous avons été entravés par tout ce tapage autour de la Russie, ces infox sur la Russie qui ont rendu les choses un peu plus difficiles à gérer, mais il l'a compris. Je pense qu'il a probablement fait face à des choses similaires au cours de sa carrière. Il en a vu, il a vu de tout. Et nous avons dû faire avec ces infox sur la Russie. Il savait que c'était des infox. Je le savais aussi. Ce qui a été fait était criminel. Cela a rendu plus difficile pour nous en tant que pays de s'entendre en termes de business, ainsi que pour toutes les choses que nous souhaiterions avoir réglées. Mais nous aurons une bonne occasion quand ceci sera fini. Malgré le fait que les déclarations de Donald Trump et Vladimir Poutine devant les médias n'ont pas duré longtemps et ils n'ont pas répondu aux questions des journalistes, le contenu des déclarations des 2 présidents a été très substantiel. Ainsi, Vladimir Poutine a confirmé que le sujet central des négociations avec Donald Trump a été l'Ukraine. Vladimir Poutine a souligné que pour la résolution de cette crise ukrainienne, il a souligné qu'il s'agit du peuple frère du peuple ukrainien. Il faut d'abord éliminer les causes du conflit. J'ai déjà dit que pour la Russie, les événements en Ukraine
sont liées à des menaces fondamentales pour notre sécurité nationale. D'autant plus que nous avons toujours considéré le peuple ukrainien comme frère, aussi étrange que cela puisse paraître dans les circonstances actuelles. Nous avons des racines communes et tout ce qui se passe aujourd'hui est une tragédie et une douleur profonde pour nous. C'est pourquoi notre pays est sincèrement intéressé à y mettre fin. En même temps, nous sommes convaincus que pour que le règlement ukrainien soit durable et de long terme, il faut éliminer toutes les causes profondes de la crise, prendre en compte toutes les préoccupations légitimes de la Russie et restaurer un équilibre sécuritaire juste en Europe et dans le monde entier. Je suis d'accord avec le président Trump, il en a déjà parlé aujourd'hui, sur le fait qu'il faut évidemment garantir la sécurité de l'Ukraine. Bien sûr, nous sommes prêts à travailler dessus. Donald Trump a commencé son discours lors de la conférence de presse conjointe avec le président russe en déclarant qu'un accord n'a pas encore été conclu, mais que la réunion était très productive. Après les conférences de presse, Donald Trump a donné une interview exclusive à la chaîne américaine Fox News, où il a dévoilé un peu plus de détails sur son impression personnelle, donc sur Vladimir Poutine, sur les sujets abordés, et il a raconté dans cette interview que maintenant tout dépendait de Volodymyr Zelensky, donc le chef du régime de Kiev, en ce qui concerne le règlement pacifique du conflit ukrainien. Je pense que nous nous sommes mis d'accord sur beaucoup de choses. Et je peux vous dire que la réunion a été très chaleureuse. Vous savez, c'est un gars fort, un dur à cuire et tout ça. Mais la réunion a été très chaleureuse entre deux pays très importants. Et c'est très bien quand ils s'entendent bien. Je pense que nous y sommes presque. Maintenant, il faut que l'Ukraine accepte. Il est possible qu'ils disent non, parce que Biden a distribué de l'argent comme si c'était des bonbons et l'Europe lui a donné beaucoup d'argent. Vous savez, nous lui avons donné 350 milliards de dollars. L'Europe lui a donné beaucoup moins, mais beaucoup quand même, 100 milliards de dollars. Mais pour Volodymyr Zelensky, ce sommet reste en travers de la gorge. Tout d'abord, il n'a pas été invité, mais dès le début, ce n'était pas prévu, car ce sommet prévoyait une réunion bilatérale entre le président russe et le président américain. Hier, lors de la conférence de presse, Donald Trump a annoncé qu'après les négociations avec Vladimir Poutine, le président américain a appelé Volodymyr Zelensky et ses homologues de l'OTAN pour les informer du contenu de ces pourparlers avec le président russe. Mais en réponse, Volodymyr Zelensky n'a pas salué les efforts donc des présidents russes et américains en ce qui concerne la résolution du conflit ukrainien. Il a demandé que Donald Trump durcisse les sanctions anti-russes. Lors de la conversation avec le président Trump, j'ai dit que les sanctions devraient être durcies s'il n'y avait pas de rencontre tripartite ou si la Russie évitait de mettre fin honnêtement à la guerre. Les sanctions sont un instrument efficace. Il faut garantir, de manière fiable et durable, la sécurité avec la participation de l'Europe et des États-Unis. Toutes les questions importantes pour l'Ukraine doivent être discutées avec la participation de l'Ukraine. Et aucune question, en particulier territoriale, ne saurait être discutée sans l'Ukraine. Vu que les deux présidents n'ont pas énoncé les accords conclus, les détails et de quoi ils ont parlé et donc les points communs entre Vladimir Poutine et Donald Trump, les médias occidentaux ont commencé à publier leurs informations citant des sources anonymes. Par exemple, le Financial Times écrit que Vladimir Poutine demande d'abord à Kiev de retirer ses troupes de la République populaire de Donetsk. Ainsi, ce sera le premier pas vers la paix. Le Financial Times, je le répète, affirme cela citant des sources. Donc, selon Bloomberg, Trump a déclaré à Zelensky que la Russie voulait garder tout le Donbass. Et donc, en ce qui concerne le retour de Vladimir Poutine, il est arrivé déjà, il se trouve en Russie, et tout de suite, après son retour dans la capitale russe, il a tenu une réunion avec donc, le gouvernement russe et les personnes qui ont participé aux négociations. Il a dit plusieurs choses, il a répété, je dirais, il a commencé sa réunion en disant que pour régler la crise ukrainienne, il faut éliminer les causes profondes du conflit. Il a souligné que cette visite aux États-Unis en Alaska a été très productive et très utile. Et Vladimir Poutine a souligné que la Russie respecte la position américaine concernant la cessation rapide des hostilités. Une rencontre significative, attendue depuis longtemps par le monde entier, vient donc de s'achever. Que pensent les deux pays ayant participé à cet événement et quelle estimation dont-ils sur son issue? Le compte rendu dans le sujet à suivre.
La tant attendue rencontre entre les dirigeants de deux des plus importantes puissances mondiales est terminée, mais sa résonance ne s'éteindra pas de sitôt. Elle est déjà entrée dans l'histoire, non seulement dans le contexte des relations bilatérales, mais aussi pour toute la communauté internationale. L'issue des négociations a été commentée par l'ancien président russe Dmitri Medvedev, actuellement vice-président du Conseil de sécurité de Russie. En dressant le bilan du sommet, il a noté que Trump avait au moins temporairement renoncé à intensifier la pression sur la Russie. Important, la rencontre a prouvé que des négociations étaient possibles sans conditions préliminaires et pendant l'opération militaire spéciale. Essentiel, les deux parties ont imputé de manière directe à Kiev et à l'Europe la responsabilité des futurs résultats lors des négociations sur un cessez-le-feu. D'autres hommes politiques russes font également part de leur optimisme concernant cette rencontre, en soulignant qu'elle représente une étape importante dans l'histoire des relations russo-américaines et qu'elle donne le ton pour la poursuite des négociations. La confiance se renforce quant à l'évolution future de ces contacts entre les deux présidents pour plus de stabilité et de sécurité. Je suis convaincu que le dialogue entre Poutine et Trump sera un pas crucial vers une nouvelle étape des relations et vers la fin du conflit ukrainien. La Russie et les États-Unis ont une fois de plus montré au monde que ce sont bien eux qui décident du destin de la sécurité internationale. La rencontre en Alaska elle-même, sa tonalité et son issue sont un grand succès commun des deux présidents, dont chacun a apporté une contribution personnelle colossale pour le meilleur résultat possible à ce jour. Ce n'est pas une avancée majeure, on n'en attendait pas tant, mais un tournant significatif dans le rétablissement de la coopération entre les deux principales puissances nucléaires et dans le règlement du conflit en Ukraine. En tout cas, Anchorage est déjà entré dans l'histoire comme une transition vers une nouvelle étape dans les relations russo-américaines. Next time in Moscow. Derrière Poutine et Trump, il était écrit « Pursuing Peace », œuvrer pour la paix. Cela peut être considéré comme le principal motif des pourparlers. Après ces derniers, Vladimir Poutine a qualifié son dialogue avec Trump de très bon. Le fait que le monde entier attendait cette réunion met une fois de plus en lumière le rôle clé de la Russie et des États-Unis dans cette situation, ainsi que dans la sécurité mondiale. Côté américain, on parle aussi d'un grand succès diplomatique pour le président russe, qui semble clairement déterminé à normaliser les relations avec les États-Unis. Selon les politiques américains, le chemin diplomatique choisi par Poutine est une démarche sûre pour atteindre les objectifs fixés. Trump n'a pas perdu, mais Poutine a clairement gagné. Trump n'a rien obtenu d'autre que davantage de réunions. Poutine a fait, à mon sens, un grand pas vers le rétablissement des relations, ce qui était, comme je l'ai toujours pensé, son objectif principal. Il a échappé aux sanctions. Il ne se retrouve pas face à un cessez-le-feu. La prochaine réunion n'est pas fixée. Zelensky n'a été informé de rien de tout cela en amont de cette conférence de presse. C'est loin d'être terminé, mais je dirais que Poutine a atteint la plupart de ses objectifs. Les sénateurs américains ont apprécié les résultats de la rencontre entre Poutine et Trump et expriment prudemment leurs espoirs pour une éventuelle réunion trilatérale entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, ce qui, selon eux, favoriserait une véritable résolution de la crise ukrainienne. La rencontre entre les États-Unis et la Russie est un pas dans la bonne direction. Cela ne change rien au fait que le président Trump est le leader dont le monde a besoin en ce moment, et je suis convaincu qu'il continuera à œuvrer sans relâche pour mettre fin à ce conflit. Bien que la conférence de presse ait fourni peu de détails sur leur rencontre, je suis prudemment optimiste quant aux signes qui portent à croire qu'un certain progrès a été fait. Il était également encourageant d'entendre les deux présidents évoquer de futures rencontres qui, je l'espère, se tiendront avec la participation de l'Ukraine. Si une rencontre trilatérale entre le président Donald Trump, le président Zelensky et Poutine a lieu, alors cela me permettra d'être prudemment optimiste quant à la fin de cette guerre bien avant Noël. L'issue favorable de la rencontre est assez évidente, comme le montre non seulement le langage corporel des deux présidents, mais aussi l'invitation formulée par Vladimir Poutine pour une prochaine rencontre à Moscou. Il convient de noter que Trump n'a pas rejeté la proposition. Et à la veille du sommet Poutine-Trump qui s'est déroulé en Alaska, l'agence de presse russe TASS a interviewé Rodion Mirochnik, ambassadeur russe itinérant. Selon lui, il existe des preuves directes et indirectes que Kiev avait l'intention de faire échouer le processus de négociation par des provocations. L'une des tendances est une augmentation des frappes contre la population civile. Chaque jour, environ 450 frappes visent des installations civiles le long de la ligne de contact. Le nombre de localités frappées a pratiquement doublé. C'est une manière pour Kiev de montrer qu'il est contre la résolution du conflit par des moyens politiques et diplomatiques. Ils font comprendre que quels que soient les résultats des négociations, ils essaieront de violer les accords conclus.
L'Union européenne a été mise de côté pour ces négociations russo-américaines. La riposte de Bruxelles ne s'est pas fait attendre avec une déclaration indiquant sa volonté de continuer à faire pression sur la Russie. Mais l'Europe est-elle vraiment unanime? Réponse à suivre. Dans les capitales européennes, peu de gens ont dormi dans la nuit du 15 au 16 août dans l'attente des résultats des négociations entre Moscou et Washington. Les dirigeants des pays de l'UE, restés à l'écart des discussions entre les présidents russes et américains, n'ont eu d'autre choix que de recevoir des consultations téléphoniques de Trump après la fin du sommet en Alaska. Peu après, l'Europe a formulé ses exigences à la suite de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. L'Ukraine doit bénéficier de garanties de sécurité en béton armé pour défendre efficacement sa souveraineté et son intégrité territoriale. Nous saluons la déclaration du président Trump selon laquelle les États-Unis sont prêts à fournir des garanties de sécurité. La coalition des volontaires est prête à jouer un rôle actif dans ce processus. Aucune limitation ne doit être imposée à l'armée ukrainienne ni à sa coopération avec des pays tiers. La Russie ne peut pas disposer d'un veto à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE et à l'OTAN. Seuls 5 dirigeants des 27 pays de l'UE, ainsi que le Premier ministre britannique qui les a rejoints, ont signé la déclaration. Le document souligne une fois de plus le refus de Bruxelles de réduire les livraisons d'armes à Kiev. Dans le même temps, la déclaration ne contient aucun soutien à la thèse principale du président américain sur la nécessité d'un règlement à long terme du conflit sans condition de cessez-le-feu préliminaire. Sur le fond, le document n'est pas une nouvelle proposition de paix, mais simplement un recueil de toutes les vieilles thèses de Bruxelles. Simultanément, de nombreux responsables politiques européens ont décidé de donner leurs propres commentaires sur le sommet russo-américain. Nous continuerons à travailler étroitement avec le président Trump et le président Zelensky pour veiller à la préservation de nos intérêts dans un esprit d'unité et de responsabilité. La France continue de se tenir résolument aux côtés de l'Ukraine. Une lueur d'espoir se profile enfin pour les négociations de paix en Ukraine. L'Italie, avec ses alliés occidentaux, y apporte sa contribution. Les efforts du président Trump nous ont rapprochés plus que jamais de la fin de la guerre en Ukraine. Mais il y a en Europe ceux qui voient d'un œil positif les résultats de la rencontre entre les deux présidents. Plusieurs dirigeants et hommes politiques européens ont salué le rôle de ce sommet, exprimant l'espoir d'une normalisation des relations entre Moscou et Washington. Les présidents ont lancé un processus capital en Alaska. Ce processus constitue également un piège majeur pour l'Union européenne. Les prochains jours montreront si les principaux acteurs de l'Union européenne soutiendront ce processus et mèneront le conflit ukrainien à un règlement rapide, ou si la stratégie infructueuse de l'Europe, consistant à tenter d'affaiblir la Russie à travers ce conflit par toutes sortes d'aides financières, politiques ou militaires, littéralement invraisemblables à Kiev, se poursuivra. Pendant des années, nous avons vu les deux plus grandes puissances nucléaires démanteler le cadre de leur coopération et échanger des messages hostiles. Maintenant, c'est fini. Aujourd'hui, le monde est plus sûr qu'il ne l'était hier. Que chaque week-end soit au moins aussi bon que celui-ci. Aujourd'hui, cela a été encore une fois confirmé. La guerre en Ukraine ne se réglera pas sur le champ de bataille, mais à la table des négociations. La paix ne pourra être atteinte qu'à travers les négociations, le dialogue et le maintien de canaux diplomatiques ouverts. La Hongrie s'en tient à cela depuis 3 ans et demi, contrairement à Bruxelles et aux politiques européens bellicistes. Sommet Trump-Poutine en Alaska. Un moment absolument historique. Le mur de l'interdit est tombé. Le mur de l'intelligence s'est élevé. Macron et les Eurogagas enragent comme jamais ce matin. Les responsables politiques européens se sont scindés en 2 factions distinctes dans leur manière de répondre, entre ceux qui poursuivent sans relâche leur ligne dure consistant à attiser le conflit ukrainien, à maintenir la pression sur la Russie et à durcir les sanctions, et ceux qui appellent à s'en remettre à la diplomatie plutôt qu'aux armes. Et après le sommet russo-américain, les pays du Nordique Baltic 8 ont publié une déclaration. Son contenu n'est pas surprenant. Le MB8 refuse tout compromis avec la Russie. Et malgré les perspectives de paix apparues grâce au dialogue en Alaska, insiste sur la poursuite des livraisons d'armes à l'Ukraine. Nous restons fermes dans notre soutien à l'Ukraine et aux efforts, y compris ceux du président Trump, visant à mettre fin à la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. Afin de parvenir à une paix juste et durable, la prochaine étape doit se faire avec l'Ukraine. Seule l'Ukraine peut prendre des décisions concernant son avenir. Aucune décision sur l'Ukraine sans l'Ukraine, et aucune décision sur l'Europe sans l'Europe. L'instauration d'une paix juste et durable nécessite un cessez-le-feu et des garanties de sécurité crédibles pour l'Ukraine. Un accord de paix nécessite des engagements fermes et concrets de la part des partenaires transatlantiques à protéger l'Ukraine contre toute agression future.
Les autorités maliennes déclarent avoir déjoué une vaste tentative de déstabilisation dans le pays. Parmi les suspects, un citoyen français a été arrêté, soupçonné d'avoir agi pour les services de renseignement de son pays. Le Mali défend ardemment son indépendance et s'oppose à toute tentative d'atteinte à sa souveraineté. Le gouvernement malien a annoncé ce 16 août avoir déjoué un complot subversif. Les services spécialisés ont arrêté un groupe de militaires de haut rang impliqués dans des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions maliennes. Par ailleurs, les autorités maliennes ont déclaré que cette situation n'était pas sans lien avec une ingérence étrangère. La conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français, répondant au nom de Visilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara. Toutes les arrestations ont eu lieu le 1er août, selon un communiqué officiel qui précise que ces militaires et civils ont tenté de compromettre le processus de refondation du Mali, alors que la nation malienne se mobilise pour éradiquer les forces terroristes de la région du Sahel. Actuellement, la situation dans le pays est sous contrôle total. Le gouvernement de la transition rassure également l'opinion que la situation est totalement sous contrôle et invite les populations au calme tout en restant vigilantes face aux tentatives désespérées de déstabilisation qui échoueront toujours, plaise à Dieu. Que Dieu bénisse le Mali. Ce n'est pas la première tentative de coup d'État au Mali depuis l'arrivée au pouvoir d'Assimi Goïta en 2021. Dès 2022, au cours de la nuit du 11 au 12 mai, les forces loyales envers le nouveau leader ont réprimé une tentative de déstabilisation par un groupe d'officiers et sous-officiers anti-progressistes soutenus par, je cite, un État occidental non nommé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter notre actualité sur les réseaux sociaux XVK et Telegram. À très vite sur RT en français.